Le bancassureur Dexia a annoncé des résultats trimestriels en baisse d'un tiers ce matin, qui sont essentiellement dus à son activité américaine chez FSA. Nous avons demandé des explications à Axel Miller, le CEO de Dexia. Les résultats de Dexia pour le deuxième trimestre, effectivement, sont un contraste. On voit une très bonne tenue de l'activité bancaire. Le quatrième trimestre après le début de la crise montre une croissance de 24% du résultat net, par rapport au dernier trimestre avant la crise. Donc je pense qu'on a une situation de bonne solidité, de bonne résistance à un environnement très dégradé, qui provient d'ailleurs essentiellement de deux activités importantes. La première, c'est notre spécialité de financier des collectivités locales, de banquier du secteur public, qui montre un très beau niveau d'activité dans le monde entier. Et par ailleurs, notre activité de marché financier qui a très bien marché au cours du dernier trimestre. En contraste par rapport à ce très bon tableau sur l'activité bancaire, on voit effectivement que les décisions que nous avons prises chez FSA dégradent ce bilan trimestriel, puisque nous montrons une réduction du résultat net de 30% d'une période sur l'autre. C'est le résultat des décisions que nous avons prises et annoncées au début du mois d'août. Nous arrêtons les activités d'ABS et de financement structuré. Nous arrêtons l'activité produits financiers et nous concentrons FSA sur notre cœur de métier qui est la prestation d'assurance pour réassurer les obligations émises par le secteur public américain. Et pour faire cela, nous avons réinjecté dans FSA 300 millions de dividendes qui nous avaient antérieurement payés. Quel est l'objectif? C'est d'avoir un acteur sur un marché pour lequel notre conviction, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a un marché pour des réassureurs AAA et que dans ce marché pour des réassureurs AAA, FSA est particulièrement bien positionné pour avoir une position de leadership. Ça, c'est notre conviction, c'est la raison pour laquelle nous avons mis ces mesures en œuvre. Mais dans l'intervalle, pour sécuriser la position de FSA, ça abîme les comptes de Dexia et c'est ce qui explique le tableau que nous présentons au deuxième trimestre. D'accord. Alors vous avez aussi ouvert une ligne de crédit de 5 milliards d'euros, de dollars, je ne sais plus, de dollars pour cette filiale. Ça ne veut pas dire que vous allez un jour devoir payer, il n'y a pas une probabilité qui est grande que vous payiez ces 5 milliards de dollars et que ça pèse sur les comptes de Dexia. Au sein de FSA, vous avez une activité spécifique, qui est une activité qui reçoit des fonds et qui les investit. Les 5 milliards de dollars que nous avons mis à disposition de FSA le sont pour cette activité exclusivement. Donc même si FSA va mal, c'est pour cette activité que nous la mettons à disposition. Ce n'est pas une ligne de crédit sur laquelle nous sommes exposés au-delà de la chose suivante. Si les passifs s'en vont, si les fonds s'en vont de l'activité, nous voulons éviter de devoir vendre les actifs dans des conditions dépréciées. Il est donc logique qu'on emploie notre liquidité pour éviter que cela n'ait lieu et que l'on doive constater des pertes économiques importantes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous mettons cette ligne de liquidité en place de manière à pouvoir rembourser les passifs si jamais ils deviennent exigibles. Aujourd'hui, nous avons encore 2 milliards de cash dans cette activité qui peuvent servir de premier coussin. On n'a pas encore tiré sur cette ligne. Même si on le fait, nous avons les actifs en protection. Donc nous n'avons pas d'exposition aujourd'hui sur des actifs bradés pour 5 milliards. C'est un instrument de liquidité qui est donné. C'est très clair. Alors vous l'avez dit, la structure du groupe est quand même encore très saine. Ça veut dire que dans les circonstances actuelles, vous n'allez pas devoir procéder à une augmentation de capital, ni renoncer au versement des dividendes comme votre concurrent Fortis l'a fait. Toutes les décisions que nous prenons, nous le faisons avec deux objectifs forts qui forment vraiment le fil rouge de nos décisions. Un, maintenir notre position de solvabilité importante, de manière à ne pas devoir avoir recours à des levées de capitaux dans des marchés difficiles. Deux, maintenir notre politique de dividendes conformément à ce que nous avons annoncé. C'est pour ça que nous avons toujours eu à cœur d'avoir des objectifs de solvabilité très élevés. Notre objectif est d'avoir un ratio Tier 1 de 10,5%. C'est très élevé par rapport non seulement aux exigences prudentielles, mais par rapport à ce que l'on observe dans le secteur. Par rapport à ces objectifs, nous avons aujourd'hui un ratio Tier 1 de 11,4%. Ça veut dire plus d'1 milliard d'euros de fonds propres excédentaires qui doivent nous permettre de garder, dans un environnement difficile, des marges de manœuvre suffisantes. Et cela, c'est après avoir pris les mesures que nous avons annoncées chez FSA. Donc cette marge de manœuvre est importante et c'est clairement l'objectif que nous poursuivons. Maintenant, nous vivons dans un monde caractérisé par une volatilité extrêmement forte, par une incertitude qui existe sur beaucoup de sujets. C'est pour ça aussi qu'on a ces marges de manœuvre. Donc
Je ne suis pas en mesure de vous garantir dans le futur ce que sera la situation dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Mais il est clair que nous pilotons ce groupe de manière à pouvoir garder ces coussins de protection et de manière à ne pas devoir changer notre politique en matière de capital et de dividendes. Donc c'est un objectif. C'est un objectif sur lequel on est extrêmement vigilant, extrêmement attentif, sur lequel on prend d'ailleurs toute une série de mesures pour le conforter jour après jour. Mais de nouveau, on voit bien que le monde de mi-2008 est complètement différent de celui de mi-2007. Il y a beaucoup d'incertitudes qui restent dans l'environnement économique et financier, et donc il faut être extrêmement prudent en la matière. Alors concernant le retail, en particulier en Belgique, à votre avis, qu'est-ce qui attend le consommateur demain? Vous avez parlé de changements probables dans le modèle même de l'activité bancaire en matière de dépôt, en matière de crédit. Le marché bancaire, si vous le regardez dans une perspective européenne, voire même mondiale, a toujours été caractérisé par le fait que l'activité de collecte subsidiait d'une certaine mesure le reste de l'activité bancaire. Et donc le client ne se voyait pas compter le véritable prix, le véritable coût d'un certain nombre de prestations bancaires. Ça vaut également pour l'aspect crédit, où on voit qu'en Belgique, les marges ont toujours été largement plus faibles que dans le reste de l'Europe ou le reste du monde. À l'inverse, il y avait probablement une rémunération un peu plus faible sur l'épargne. Qu'est-ce qu'on voit ces dernières années? L'arrivée de nouveaux acteurs sur le secteur qui viennent rechercher des ressources en Belgique. Et on voit également que récemment, les grandes banques ont emboîté le pas et donc ont augmenté de manière très significative la rémunération sur l'épargne qui leur est confiée par le consommateur. Et c'est très bien pour le consommateur qui, légitimement, demande une meilleure rémunération des fonds qu'il dépose auprès de sa banque et plus conforme au taux du marché. Mais ça veut donc dire également nécessairement qu'on doit s'attendre dans les années qui viennent à une révision par le secteur bancaire de sa politique tarifaire et notamment de sa politique en matière de tarification de crédit. Donc je pense qu'on peut prévoir avec un peu de certitude que dans le futur, il va y avoir des mouvements importants là-dessus, dans un environnement concurrentiel, heureusement, qui reste très sain et très tonique. En même temps, les banques vont devoir regarder constamment leur structure de coûts, comment est-ce que je m'adapte à cette nouvelle donne. C'est une conséquence je dirais, tout à fait logique et nécessaire, je pense, pour la santé du secteur financier belge et donc sa contribution à l'économie du pays, que l'on va voir se dérouler, mais ça va prendre du temps, ce sont des mouvements progressifs. Ça pourrait vouloir dire que les crédits hypothécaires bon marché, c'est terminé? Vous savez, pendant très longtemps, les crédits hypothécaires en Belgique ne parvenaient pas à couvrir les coûts de production ou le risque de défaillance des débiteurs. C'était à peu près à la limite et parfois même ça flirtait avec des zones qui étaient négatives. Donc je pense qu'on le voit déjà aujourd'hui, le renchérissement du coût de l'argent s'est traduit par une certaine hausse du coût du crédit. Et le mouvement que je viens d'évoquer ne va pas favoriser cela. C'est un mouvement naturel qui va en fait aligner la Belgique sur ce que l'on observe dans tous les autres pays d'Europe et du monde, c'est-à-dire une rémunération adéquate de chacun des produits bancaires pris individuellement. Et si vous y pensez du point de vue du client, c'est probablement la meilleure solution. Parce que sinon vous aviez une mutualisation de la rentabilité qui faisait que les gens n'avaient pas nécessairement la bonne rémunération de l'argent qu'ils déposaient auprès des banques. Je pense que le marché est en train de s'adapter pour tenir compte de cette réalité.